Très brièvement, au début, je vais vous parler un peu de qui on est, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, et les victoires, très rapidement, auxquelles on a contribué, on pense. Deuxièmement, les défis immédiats, c'est quoi nos priorités en 2018? Et troisièmement, je vais vous parler un tout petit peu de la transition, parce que je pense que c'est important de se projeter en avant, même si on est dans des problèmes très, très lourds à court terme. Mais d'abord, je veux vous dire merci, parce qu'on pourrait penser que des citoyens qui travaillent pour le bien commun et des élus qui travaillent pour le bien commun, ça se parle toujours puis ça converge toujours, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Des fois, on est un peu reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. Ça arrive parfois, c'est rare, mais de temps en temps. Et des élus motivés comme vous à protéger l'environnement et à travailler avec leur population pour le faire, c'est un grand, grand bonheur, une grande richesse pour nous. Alors, il est très gros, mon merci. Alors, qui on est? On est né de la lutte contre le gaz de schiste il y a une dizaine d'années. Je n'y étais pas, mais je parle au nom du regroupement. Donc, c'est né dans la vallée du Saint-Laurent. Si je regardais là, ça aurait plus de sens, ça. Le mouvement s'est élargi pour inclure tous les dossiers de développement des hydrocarbures, donc les pipelines, les trains de la mort, les navires, Sorel, etc. Tout ça, on englobe ça, et le Golfe, évidemment. 130 groupes citoyens aujourd'hui, ils ne sont pas tous hyper actifs, il y en a même qui sont latents, mais il y a des racines dans 130 communautés au Québec. Et on est évidemment le plus gros regroupement. Il y en a quelques autres, mais beaucoup plus petits. Et c'est entièrement bénévole. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord une vie associative intense. Il y a des comités locaux qui font 1000 choses. On a une assemblée générale qui se réunit, 80 personnes plus ou moins, à tous les 3 mois. C'est assez remarquable. Moi, quand j'ai découvert ça, je n'en revenais pas. Un beau dimanche ensoleillé comme aujourd'hui, 80 personnes qui viennent des 4 coins du Québec pour parler de pétrole et de gaz, des citoyens bénévoles, c'est quand même remarquable. Un comité de coordination qui se réunit tous les mois au téléphone électronique, un comité exécutif qui se réunit 2 fois par mois. Donc, ça fait 3 fois par mois. Un ancrage local unique. Il n'y a pas un groupe qui est présent dans toutes les régions du Québec, comme le RVHQ. Et ce qu'on fait, je ne pourrais pas vous l'énumérer. Il y a organiser des conférences du porte-à-porte, des pétitions, des manifestations quand il le faut. Hier, M. Pietachot va être content, on est allé porter de l'eau du Pacifique à nos députés dans plusieurs régions en soutien aux actions de Kinder Morgan dans l'Ouest canadien. Donc, c'est le genre de choses qui se fait partout. Et évidemment, vous le savez sûrement, beaucoup de liens avec les élus municipaux. Ensuite, en tant que regroupement, on intervient dans le débat public de plus en plus. On est présent un peu partout dans tout ce qui touche les hydrocarbures. On dépose des mémoires, on fait des opérations de presse, des lettres d'opinion qui sont souvent reprises, des choses comme ça. Et donc, des victoires, les victoires, vous les connaissez. On a tenu le gaz de schiste en échec, avec bien d'autres, évidemment. Là, je ne sais pas que c'est juste nous. On a contribué jusqu'ici. C'est pas gagné. Anticosti, je pense qu'on a contribué un peu aussi. Et Énergie-S et bien d'autres, que je passe des débats plus locaux des fois. Donc, les défis immédiats en 2018, nos priorités, j'en ai 2. On sait, il y a tout le côté juridique. On sait qu'on a un cadre juridique qui est en train de se mettre en place, qui amène la possibilité des forages à grande échelle un peu n'importe où au Québec, mais à très court terme, je pense que le gouvernement a pris bonne note de vous autres, parce que ce n'est pas des municipalités, ce n'est pas le cadre des municipalités qui sont visées, c'est les forêts publiques. Alors, il y a 2 grandes régions, les forêts publiques de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Vous le savez, les 2 grands projets avancés, c'est Galt et c'est Bourque. Aldiman semble être un petit peu sur la voie d'évitement. C'est une façon, je pense, d'échapper à la vigilance citoyenne et à la vigilance des élus. Mais si on les laisse entrer là, évidemment, on n'est pas plus à l'abri pour autant.
Donc, ça, c'est Galt, en Gaspésie. Je trouve ça, ça me fait pleurer. Franchement, quand je vois ça, j'imagine les montagnes de la Gaspésie couvertes de pluie comme ça. C'est inadmissible. Puis en bas, ben, vous voyez les plus belles rivières du monde qui sont menacées parce que c'est dans les bassins versants de ces rivières-là que ces compagnies-là veulent forer. Excusez-moi, monsieur Pinault, les plus belles rivières du monde. Là, j'ai dit quelque chose. En tout cas, c'est aussi. Okay. Ensuite, Lotbinière. Moi, je viens de Lotbinière, je vous l'avoue. Et une des raisons de mon engagement, c'est qu'après m'être établie là par choix à ma retraite, j'ai découvert qu'Énergie Est traverserait à 3 km de chez nous, puis qu'il y avait le gaz de schiste derrière chez nous, en plus des trains puis des bateaux qui venaient de Sorel. Fait que c'est très important. C'est une belle forêt ancienne. C'est la plus grande, la seule forêt ancienne publique d'importance dans la vallée du Saint-Laurent, dans la rive sud du Saint-Laurent, au Québec. Donc, c'est ça qui est menacé en priorité. On parle aussi de Bécancour, mais comme disait Monsieur Durand, c'est vraiment le lieu le plus probable. Et s'il n'y a pas de rentabilité économique, ben, soit que ça veut dire que c'est des inconscients, ou soit que ça veut dire qu'ils viennent faire leur expérimentation aux frais des citoyens du Québec. Parce que, vous ne savez pas, mais c'est du gaz de schiste propre qu'ils veulent faire. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu leur documentation. C'est vraiment... Donc, ils veulent expérimenter des nouvelles techniques et tout ça. Vous comprenez que je plaisante quand je parle de gaz de schiste propre. Mais c'est vraiment comme ça qu'ils le disent. Québec Clean Gas Initiative. Donc, ça, c'est un des puits existants en ce moment. Notre deuxième défi, c'est le mythe du gaz naturel. Monsieur Durand l'a mentionné très rapidement tout à l'heure. Nous, on s'est rendu compte dans l'évolution de tout ce dossier-là que le gaz naturel, c'est la clé de voûte de tous les malheurs qui nous arrivent finalement, parce que ce gouvernement-là est vraiment engagé dans une démarche pour promouvoir le gaz naturel. En 2 secondes, pourquoi c'est un mythe? Tout simplement parce que quand on nous dit que le gaz naturel émet moins de gaz à effet de serre que les autres, que le mazout ou le diesel, on parle seulement de la combustion. C'est pas compliqué, c'est juste ça. On parle du CO2 émis à la combustion. Ah oui, ben c'est ça. C'est ça, la publicité, je ne sais pas si vous l'avez vu. La publicité au gaz métro nous dit qu'ils vont réduire les gaz à effet de serre jusqu'à 32 %. Ils l'ont retiré d'ailleurs, hein, je l'ai retrouvé dans mes papiers. Ils savent que ce n'est pas vrai, mais ils continuent à dire ça dans les documents officiels. Donc, c'est ça, il n'y a pas juste la combustion, il y a les fuites du moment du forage des puits à l'abandon des puits, ça a été bien montré ce matin, et le méthane. Sur une échelle de 20 ans, ça contribue 86 fois plus que le CO2 au réchauffement climatique. Donc, il suffit d'un très petit pourcentage de fuite qui est réel. Il y en a des fuites, on le sait, c'est mesuré, et ça varie, mais on sait que le gain est perdu. Donc, il n'y en a pas de gain. Mais c'est une impasse de toute façon. Si on pense que la barre verte, c'est la totalité des gaz à effet de serre qu'on émet, le Québec vise à avoir réduit ses gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici 2050, c'est 30 ans, ça, par rapport à 90, d'accord? Donc, tout ce qui est noir, ça doit être disparu, la partie noire. Et le gaz naturel, de toute façon, nous fait faire, s'il y avait zéro fuite, ce qui est une vue de l'esprit, là, ça se peut pas, mais s'il n'y en avait pas du tout, on fera un tiers du chemin qu'on a besoin de faire. Donc, c'est une impasse de toute façon. Sur le plan du climat, l'engrenage du gaz naturel, très rapidement, la stratégie du gouvernement, on finance l'expansion du réseau de distribution. Et là-dedans, j'élargis un peu. Vous savez que le Fonds vert finance les prolongements de gaz métro, d'énergie. Et j'inclus là-dedans des projets, j'étire un peu, là, mais des projets de gaz naturel liquéfié, parce que c'est le moyen que le gouvernement privilégie pour amener du gaz naturel dans des régions qui n'ont pas le tuyau. Donc, on finance tout ça avec les fonds publics qui devraient aller à la transition.
Puis là, bien évidemment, on fait augmenter la consommation, c'est la stratégie, ce qui nous amène à justifier l'extraction. Si on consomme tout ce gaz, on envoie tout notre argent à l'étranger, on est bien des mauvais gens d'affaires, on ne comprend rien au développement, il faut extraire notre propre gaz. Et ça se continue comme ça, et on finance aussi l'extraction. Donc, c'est la logique dans laquelle on cherche à nous enfermer actuellement. Alors, si je résume, le gaz naturel nous éloigne de nos cibles de réduction des gaz à effet de serre. Ça va coûter de plus en plus cher parce qu'on peut penser que la taxe carbone ou le marché du carbone, etc., ça va finir par avoir de l'impact. Donc, se fier que c'est une énergie bon marché, c'est une illusion. Ça nous enferme dans des infrastructures du passé. Un gazoduc, ça dure 40 ans, 50 ans, 75 ans. Donc, l'argent qui est mis là-dedans, il n'est pas mis dans ce qui nous amènerait vraiment vers l'avenir. Et ben, ça va nous faire payer 2 fois la transition, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir les atteindre, nos cibles. Donc, il va falloir recommencer. Je vous parle de ça. Évidemment, c'est réellement notre priorité, mais le moment est particulièrement important parce que Énergir fait des offensives majeures auprès des municipalités, puis il y a aussi des programmes, on le sait, de transport en commun, etc., d'autobus au gaz et tout ça. Et si les entreprises le demandent, et c'est ça qui m'amène à la transition, parce qu'on sait que les entreprises le réclament, on leur fait valoir ça comme étant quelque chose de vraiment intéressant pour eux. Pour elle. Alors, je pense que c'est là qu'il faut parler de transition. Il faut monter notre hélicoptère, puis il faut avoir une perspective beaucoup plus globale que de dire, OK, est-ce que je vais économiser 30 000 $ dans mes coûts de chauffage l'année prochaine? Si on regarde ça comme ça, on n'a jamais la solution, on ne s'en sort jamais. Ce qu'il faut se demander, puis je ne rentrerai pas dans un long discours aujourd'hui, mais c'est est-ce que le gaz va servir à des usages où on pourrait utiliser l'électricité, la géothermie, toutes ces choses-là? Si c'est ça, on est vraiment en train de reculer en termes de financer quelque chose qui ne nous avance pas au lieu de financer ce qui nous avance. Est-ce qu'il est attrayant parce qu'il est subventionné? Est-ce que c'est parce que la production, la distribution, la consommation est subventionnée? Tout ça est subventionné. Fait que si on applique les mêmes subventions à d'autres approches, est-ce que ça nous donne le même résultat? Est-ce que c'est aussi bon pour l'entreprise? Et est-ce qu'on peut mieux utiliser les fonds publics? Je vais vous donner un petit exemple. Là. Actuellement, dans toute la région dans l'Est, il y a beaucoup de prolongements. Et un des cas à l'étude, un des utilisateurs est une boulangerie potentielle. Je ne pense pas que ce soit fait encore celle-là. Bon, la boulangerie, elle a besoin de procédés industriels, beaucoup de chaleur intense, rapide, bon, etc. On comprend que pour une entreprise comme ça peut être attrayant, le gaz naturel. Donc, si on subventionne le tuyau, puis qu'on donne ce qu'on a vu dans une région, c'est à peu près 475 000 par entreprise pour aller promener le tuyau, OK? Si on n'utilisait pas cet argent-là pour amener le tuyau, puis qu'on avait plutôt des énergies renouvelables, là où c'est pour le chauffage et tout, est-ce qu'on pourrait aider cette entreprise-là? Est-ce que ça tient la route et tout? Je n'ai pas fait l'étude de cas, là, mais je vous présente ça comme une option qu'on doit envisager dans ces cas-là. Première moisson à Montréal a sa boulangerie à la géothermie. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est bon? Etc. Il faut aller voir. Là. Mais c'est peut-être dans cette entreprise-là qu'il faut vraiment l'aider, elle, à faire le grand saut, plutôt qu'à amener du gaz à tout le monde, puis à se retrouver dans une impasse. Alors, c'est pour ça que je parle de monter l'hélicoptère. Alors, c'est des problématiques, selon moi, auxquelles les associations municipales doivent vraiment s'attaquer, parce que chaque municipalité n'a pas nécessairement les ressources. Oui. Donc, la vraie transition, j'ai presque fini, c'est la seule option cohérente. C'est la seule option qui nous sort de toutes ces contradictions-là. Ça ne passe pas par le gaz naturel. Ça concerne peu la substitution d'énergie parce qu'on a de l'énergie renouvelable au Québec, c'est l'hydroélectricité. Nos gaz à effet de serre viennent du transport et des procédés industriels, un peu de l'agriculture. Donc, remplacer une énergie par une autre, quand c'est l'électricité, ça ne donne rien, en général. Ça concerne l'économie d'énergie, l'aménagement du territoire, l'optimisation des ressources, la lutte au gaspillage, toutes des choses qui sont
beaucoup plus complexe, mais très emballante à faire quand on s'y attaque. Une élue me parlait tout à l'heure d'une MRC qui a un projet de carboneutralité. C'est vraiment le genre d'approche qu'il faut prendre en ciblant beaucoup le transport. Ça exige du courage. Ça exige d'être capable de travailler avec les entreprises pour leur dire, ben, c'est peut-être pas la voie de l'avenir, puis soyons plus intelligents, faisons une démarche, faisons quelque chose de solide. Puis ça exige aussi, dans le cas de l'eau, là, on est beaucoup dans l'eau aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions actuellement au niveau des règlements sur la protection des milieux hydriques. Là. On ne peut pas essayer de protéger l'eau potable avec notre règlement contre le RPEP, puis en même temps s'en prendre à la protection, vouloir construire des autoroutes dans les milieux hydriques, des choses comme ça. Donc, ça demande beaucoup de courage, je pense, mais ça crée de la résilience. Ça va faire des milieux solides. Ceux qui progressent là-dedans s'en trouvent mieux. Ça ramène la cohérence, ça apaise les tensions. On a entendu parler de chicane aujourd'hui, c'est remarquable. Comment le pétrole amène la chicane et les tensions. C'est le voyage que les citoyens espèrent entreprendre avec leurs élus municipaux. Et je pense que j'ai terminé. Merci beaucoup.